Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 124. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast, fier membre du réseau Evergreen Podcasts. Pour plus d'informations et pour explorer les autres podcasts sur ce réseau sélectif, allez visiter leur site evergreenpodcast.com. Mon invité aujourd'hui est Catherine Dedieu. Catherine est une entrepreneuse qui a lancé Dedieu Projects en 2012 pour réaliser des projets créateurs d'inspiration et catalyseurs d'innovation pour les entreprises. Elle est également hôte du podcast Reboussolage pour bricoler de nouveaux repères dans un monde complexe, des points de vue forts, novateurs, iconoclastes. Dans cette conversation avec Catherine, nous discutons des plus grands défis pour les entreprises et managers d'aujourd'hui, comment les demandes, les styles de leadership doivent changer, comment donner du sens à son travail. Et on explore avec Catherine les découvertes à travers son podcast. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants pour laisser une revue sur votre service de podcasting préféré. Plongeons alors dans cette nouvelle émission avec Catherine. Catherine Dedieu, je suis ravi de t'avoir dans mon podcast. On a bossé sur plein de projets par le passé. J'ai toujours eu une affinité avec toi. Je suis ravi de t'avoir. Dans tes mots, comment souhaiterais-tu te définir, Catherine? Bonjour Minter, déjà je suis très heureuse moi aussi d'être avec toi aujourd'hui. Alors pour me définir, c'est l'horreur, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus difficile de parler de soi que de rebondir sur les problématiques des autres. Mais disons, le premier mot peut-être qui me vient, c'est que je suis une connectrice en fait. Je connecte des gens, je connecte des idées autour de projets que je co-construis avec mes clients. Voilà, je dirais qu'il y a une dimension dans ce que je fais de rencontres, de curiosité, d'exploration. C'est un peu vague, c'est un peu nébuleux, mais je crois que ça serait les mots avec lesquels j'aurais envie de me définir. Alors, tu as lancé il y a 10 ans Dedieu Projects, mais peut-être tu pourrais même passer de ton passé parce que tu as quand même un grand parcours académique, tout en venant, comme tu m'avais décrit, un père autodidacte. Et ensuite, tu fais une carrière de communication dans la politique, tu as une longue carrière chez Accenture. Comment est-ce que tu es arrivé à faire Dedieu Projects? En fait, moi, j'aime changer de vie peut-être tous les 10 ans. Alors, je ne sais pas si j'y suis arrivée tout le temps, mais ce qui est certain, c'est que je suis rentrée successivement dans des univers très différents. Et tu disais en fait que j'avais un père qui était autodidacte, hein, et mon père était effectivement quelqu'un qui était un énorme lecteur et qui s'était formé lui-même à des disciplines comme le droit. Voilà. Je pense que moi, j'avais eu la chance de faire des études plus longues. Mais ce qui m'intéresse en changeant d'univers régulièrement, c'est la dimension de découverte et d'apprentissage. Ce n'est pas simplement la dimension de rupture. Et je crois que c'est ce besoin de se projeter vers l'avant et d'apprendre. Quand on change un petit peu des choses dans sa vie, c'est le bénéfice qu'on en tire. Et donc effectivement, j'ai commencé comme plume dans le monde politique. J'ai été plume d'un ministre de la Défense, ce qui a été une période extraordinaire parce que finalement, j'ai vécu des choses qui étaient très, très fortes et qui me marquent encore aujourd'hui. Et puis après, j'ai eu envie de découvrir le monde de l'entreprise. Et comme j'étais plume, de façon un petit peu, c'était pas logique, mais c'était une continuité possible. J'ai continué dans la communication et j'ai appris mon métier de façon autodidacte sur le tas en devenant directrice de la communication d'une entreprise dans les technologies. Et puis effectivement, je découvrais l'univers de l'entreprise et l'univers des technologies. Et puis après, effectivement,
10 ans d'Accenture qui a été assez extraordinaire parce que là, j'ai découvert effectivement le cœur de la mondialisation et des choses incroyables en termes de vitesse et de volume des changements, y compris la démographie d'Accenture, hein, puisque quand je suis rentrée, il y avait peut-être 5000 collègues en Inde et quand je suis partie 10 ans plus tard, il y en avait 50 000 et aujourd'hui, je ne sais pas où ils en sont, mais je pense que c'est la première nationalité chez Accenture. Et puis, au bout de 10 ans, j'ai eu envie de changer de vie. C'était pas un pis-aller, c'était effectivement cette pulsion de nouveau et le truc que j'avais pas fait, c'était de me mettre à mon compte. Donc voilà de Dieu Project. Au départ, je savais absolument pas ce que je vendais, mais j'ai vendu et puis surtout, je crois qu'il y a une phrase de Goethe, je me rappelle plus exactement, mais qui dit qu'il y a de la magie dans l'action, hein. Oui, il y a de la magie dans l'action et un pas appelle d'autres aventures, d'autres rencontres. Ma femme utilise souvent cette expression. Il y a en effet de la magie dans l'action. C'est structurant, ça te permet de tâtonner, d'échouer, de savoir si oui ou non, tu vas dans le bon esprit. Et donc, au fur et à mesure, donc, sur ces 10 ans, comment tu décris ton activité et ton approche surtout avec les clients et les prospects? Disons, déjà, j'ai un souci de peut-être les aider à distinguer, à prendre soin et à prioriser ce qui est important pour eux, finalement, des lignes de force, et puis de les accompagner aussi dans une ouverture vers le monde, vers de la curiosité, parce que finalement, un des grands soucis, et on y est tous confrontés, c'est la gestion du temps, avec de plus en plus de choses à faire. Donc on peut se noyer en fait dans le quotidien. On peut se noyer dans les impératifs business qui sont les nôtres. Et en fait, il faut, je pense, être toujours en double commande mentale. Chez Accenture, il y avait un des patrons mondiaux qui disait One foot in today, one foot in tomorrow. Et je pense que de façon très simple, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que voilà, si on s'enferme effectivement dans l'impératif immédiat, si on est cramponné tout le temps à son écran d'ordinateur et au truc pour le lendemain matin, et c'est difficile à faire, hein, de lever le nez et d'avoir l'énergie et de dire qu'on va consacrer un temps non négociable à un certain nombre de choses. Je pense qu'en fait, on prépare, si on n'est pas capable de faire ça, on se prépare un avenir très difficile. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, je crois que c'était Woody Allen qui disait moi, je lis pour survivre. Voilà, aujourd'hui, c'est pas, c'est pas seulement la lecture, hein, ça peut être le podcast, ça peut être rencontrer, voilà, s'ouvrir sur son écosystème. Si on n'a pas cette dimension d'ouverture à l'extérieur, je pense qu'on est perdu. Donc, à travers des activités diverses qui ont pu être, j'ai fait beaucoup jusqu'au confinement, des learning expeditions locales qui étaient finalement des voyages de curiosité thématique où je prenais une quinzaine de cadres, dirigeants d'entreprises et je les emmenais à la rencontre finalement d'un écosystème local parce qu'en France, on a la chance d'avoir énormément de ressources humaines, intellectuelles et des gens qui font des choses incroyables. Et puis de faire réfléchir effectivement cette petite communauté sur qu'est-ce que ça, comment ça résonne dans leur vie professionnelle individuelle, dans leur vie d'entreprise en collectif, et qu'est-ce qu'ils font en fait de ces inspirations. Donc il y a ça. Et puis, j'ai jamais complètement rompu avec mon métier d'origine de plume, même si je me définis pas comme une rédactrice. C'est plus effectivement dans un échange avec un dirigeant ou une dirigeante, de faire émerger les choses importantes, de challenger aussi ses idées, potentiellement et de façon très modeste d'en apporter d'autres, parce qu'effectivement, je suis dans un bain écosystémique, hein. Il y a plein d'idées, je suis bombardée d'idées des uns et des autres, donc je les reprends aussi pour les offrir. Et puis mettre ça en mots. Voilà, donc j'ai et puis évidemment des séminaires, de l'accompagnement à la transformation également. Et je travaille
Je parlais de mon écosystème. J'ai un écosystème de partenaires très important. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est connus, Minter. Enfin, tu es Parfait. intervenu dans certains de mes programmes, voilà. Et donc, bah, je travaille avec des coachs, je travaille avec des spécialistes de la transformation, je travaille avec toutes sortes de gens. Et donc, j'aime bien syndiquer en fait des approches très différentes au bénéfice d'une problématique client. Je ne sais pas si c'est très clair, mais Non, quand ben, je parle de moi, c'est jamais très c'est très une, clair. c'est une histoire, Catherine. Et je voulais rebondir sur deux points. Le premier, c'est que j'ai un ami, Jacques, pour le nommer, qui dit il faut vivre avec un pied dans son passé, un pied dans l'avenir pour être présent. Et ça m'amène à ce que tu as dit de Woody Allen, l'idée de lire. Évidemment, j'ai un premier point que ben, les gens ne lisent pas autant de livres, en tout cas, qu'avant. Peut-être ils lisent beaucoup. Mais j'étais en train de creuser une question dans ma tête. Est-ce que c'est que les gens devraient plus apprendre en lisant ou apprendre en écoutant? Bah, je pense que ces 2 modalités, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de changer de modalité. Je pense qu'on n'apprend pas exactement, de la même façon, quand on écoute, ou quand on lit. De la même façon que, il ne se passe pas exactement la même chose dans le cerveau quand on écrit à la main ou quand on tape, sur un clavier d'ordinateur. Et l'un n'est pas, mieux que l'autre. Mais je pense que c'est une forme. Ce que je trouve intéressant, c'est de varier justement les approches. Quand on lit, on est dans un rapport finalement profond. C'est nous qui impulsons notre propre rythme de lecture. Quand on écoute un podcast, oui, évidemment, on peut s'arrêter, mais on est quand même dans un rythme qui n'est pas défini par nous. Et je pense que c'est intéressant de même qu'il faut varier les points de vue, il faut miser aujourd'hui de plus en plus sur la diversité. Je pense que varier les pratiques, c'est super important. Et moi-même, bon, j'étais une grande lectrice. Je pense que je le suis moins. J'ai eu aussi des petits problèmes de vue à un moment, donc ça me fatiguait. Ah, l'âge. Pas pas l'âge, mais bon, il y a eu un. Mais oui, l'âge aussi, certes. Et donc, effectivement, je me suis tournée aussi beaucoup vers l'audio pour me cultiver. Euh, mais il y a les deux. Et je suis dans cette espèce de. Voilà, d'aller-retour entre les deux. Ben, je te rejoins de toute façon sur l'idée de l'audio. Quand tu essaies de prendre de la hauteur sur ce qui est en train de se passer, tu as fait beaucoup de travaux avec plein d'entreprises, des exécutifs de tous sorts sur plein de projets divers, évidemment. Mais avec ta vision, comment est-ce que tu ressens le changement qui a eu lieu? Est-ce que tu sens qu'il y a eu un vrai changement depuis les 2 ans de la pandémie? Et ensuite, qu'est-ce qui va rester? Est-ce que on va revenir vers des choses parce que ça nous manque trop ou il va y avoir un vrai changement de cap? Alors, moi, je pense qu'il s'est passé effectivement des choses très fortes pendant la pandémie. Je pense qu'en fait, c'est de la prise de conscience et un changement d'imaginaire. Je pense qu'on ne peut plus se dire, c'est devenu de plus en plus difficile, qu'on va recommencer comme avant, que ça va être le business as usual, un petit peu comme la crise de 2008. On avait dit, bon voilà, ça y est, c'est le grand changement, on va arriver vers des dimensions beaucoup plus conscientes du capitalisme. Et en fait, ça a été pas du tout comme ça, voire ça a été le contraire. Cette fois-ci, je pense qu'on a vécu un événement qui n'est pas simplement voilà, un événement financier énorme, mais c'était ce que les sociologues appellent un fait social total. Quoi. Il y a eu du sanitaire, il y a eu du social, il y a eu de l'imaginaire. C'est un événement tellement énorme. Je pense que les historiens, dans l'avenir, ils vont noircir des tombereaux voilà, de bouquins pour comprendre effectivement toutes les dimensions de l'événement. Et c'est un événement planétaire qui a touché tout le monde
des gens dans les pays avancés, des gens dans les pays pauvres, alors évidemment, et à l'intérieur de nos pays avancés, des gens qui pouvaient vivre agréablement, entre guillemets, le Covid dans leur maison de campagne et d'autres qui étaient coincés dans leur petit appartement sans beaucoup de moyens. Mais néanmoins, on a vécu, je pense, une expérience de mondialité. On parle beaucoup de mondialisation. Je pense qu'aujourd'hui, on passe à la mondialité, qui est la prise de conscience qu'on est tous dans le même bateau. Alors certes, il y a des classes, il y a de la première classe, il y a de la classe dans les soutes, mais si le bateau coule, tout le monde coule. Et il n'y a pas de planète de rechange. Je suis très frappée par le fait que on était beaucoup dans le côté ouais, Elon Musk, il veut conquérir la planète Mars, toujours cette pulsion de conquête qui fait partie sans doute de l'humanité. Mais je pense que c'est moins entendable aujourd'hui. Enfin, d'abord, qui partirait pour créer un univers vivable de façon extraterrestre, ça prendrait vraiment énormément d'efforts. Et puis, qui pourrait y aller? Enfin, je pense qu'il y a une prise de conscience qu'il faut soigner les choses ici et maintenant. Et les entreprises, en fait, elles ne peuvent plus être dans le côté, voilà, l'entreprise, c'est uniquement fait pour le profit financier. Les externalités négatives, bon, bah, finalement, bah, je les limite un peu, mais dans le fond, je peux pas attaquer le cœur de mon business model. Je pense que ce qui change aujourd'hui, c'est que les entreprises ont conscience quand même si elles ne le font pas forcément in concreto, parce que c'est très difficile, qu'on a changé d'époque. Moi je suis voilà, évidemment, les choses vont être très très dures, ça va être très conflictuel, ça va être très difficile. Il ne s'agit pas de cocher les cases de for good, ça j'y crois pas. Je pense qu'en fait, on est requis par l'état, voilà, l'état où on en est. C'est-à-dire que c'est quand même incroyable. Moi, quand j'étais jeune, on ne se posait pas la question de la survie de l'humanité. Aujourd'hui, c'est tous les jours et c'est pas un fantasme. Et quand tu parles, parce que tu as l'oreille de plein de dirigeants, les conversations que tu as, qu'est-ce qui a changé dans leur demande? Qu'est-ce qui a changé dans cette conversation que tu as? Qu'est-ce que tu ressens? Parce qu'en fait, après, il faut faire la performance, il faut rendre les chiffres du mois, enfin, tout ça, ça reste encore un problème. Mais quel type de demande existe aujourd'hui au fond des gens, même si on ne peut pas toujours apporter la réponse, mais où est-ce qu'on en est par rapport au cerveau des dirigeants? Bah, déjà, je pense qu'ils ont un sujet de recrutement et un sujet d'interaction avec les nouvelles générations. Alors évidemment, les jeunes générations ne sont pas seules porteuses des nouvelles exigences. Enfin, il y a l'effet Greta Thunberg, il y a aussi dans la jeunesse des gens qui ne sont pas du tout comme Greta Thunberg. Mais en tout cas, les talents qui sont demandés au niveau des jeunes diplômés, il y a eu un changement. C'est-à-dire qu'en fait, l'impératif de réussite sociale, aujourd'hui, il y a eu un basculement. Les gens veulent. Alors, c'est la fameuse question du sens. Euh, mais ils n'ont plus envie de contribuer à un système destructeur. Donc en fait, comment effectivement on arrive à recruter des gens talentueux qui auraient peut-être plutôt envie d'aller fonder leur start-up pour résoudre des problèmes du monde ou bien d'aller sur des trucs complètement alternatifs dans l'économie sociale et solidaire. Comment on arrive à trouver un pacte qui ne soit pas un marché de dupes avec ces jeunes. Je pense que c'est quelque chose qui soucie énormément les dirigeants. Je pense qu'en fait, ils savent très bien qu'ils ont à changer leur modèle d'affaires. Ce qui s'est passé aussi pendant la pandémie, on l'a vu sur les chaînes logistiques. En fait, je pense qu'il y a une remise en cause d'un certain nombre de principes qui ont animé l'économie extrêmement financiarisée qui a commencé à partir des années 80.
Je pense que la vague de mondialisation, où on était uniquement dans de l'arbitrage sur le coût du travail ou sur le prix, en fait, n'est plus ne peut plus être le critère unique. Donc je ne suis pas naïve, on ne va pas basculer, on le voit bien aujourd'hui sur les débats sur la relocalisation, les choses elles sont pas extrêmement simples, mais je pense que quand même le sujet sur les circuits courts, ça ne vient pas par hasard. Je pense qu'il y a c'est ça, je pense qu'il y a, même si la réalité et les vieux modèles ont encore du temps devant eux et on va pas changer, ça va pas être le grand soir du changement. Je pense que l'imaginaire il a complètement changé et je pense que les dimensions imaginaires elles sont fondamentales euh, dans les perspectives d'action. Donc moi j'ai confiance dans le fait que la majorité des dirigeants ils savent on n'est plus dans le même monde. Alors après comment ils vont opérationnaliser les choses, c'est là que tout commence. C'est peut-être in silico parce que les technologies vont servir, mais là c'est une concreto et là ben, on se prend de plein fouet les conflits d'intérêts, les impératifs contradictoires, les injonctions contradictoires, et là ben, ça va être du travail de tâtonnement. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est en route. And I was so happy for Jack, especially now that it was only 3 years together, that he could be proud of me then. The voice of Jacqueline Kennedy, so soft and elegant and so rarely heard. Everyone knows she was married to two of the 20th century's most powerful men. Lesser known, the 5 incredible years between those marriages when she was on her own. I'm Paul Brandis. My new book and podcast, Jackie, tells the story of her transformation from First Lady to Jackie O. You'll hear stories you've probably never heard about this famous and yet mysterious woman, the glamour, the heartbreak, the ups and downs. Jackie comes to life in this engaging biography. A monumental work not to be missed. Beautifully written, powerful, and moving. Jackie from First Lady to Jackie O, coming to you from Evergreen Podcasts this summer. Et comme tu travailles beaucoup dans le leadership comme moi, j'aurais bien aimé que tu me dis comment les leaders, si tu avais un espèce de bâton magique, évidemment, devraient changer leur style de leadership. Qu'est-ce qui doit se passer? On doit lire plus, on doit écouter plus, j'ai entendu. Oui. Et qu'est-ce qui doit se passer pour que ça marche par rapport à ces recrues qu'on cherche, à ces nouveaux talents? Qu'est-ce qu'on doit inspirer chez les leaders? En fait, tu parlais d'ouverture, mais ça veut dire aussi de la co-construction. Donc, ce sont des mots qui sont... Le problème des mots, c'est qu'ils s'épuisent. On les tue à force de les utiliser. C'est le paradoxe, effectivement, des communicants et puis voilà, des gens qui sont dans la communication. C'est que plus on emploie un mot, plus il est susceptible d'être utilisé de façon mensongère ou dérisoire, et donc de dévaloriser ce terme. Et je pense que la co-construction, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que l'intelligence, c'est comme l'innovation, elle est distribuée. Si tu veux, je pense qu'effectivement, les leaders, s'ils l'ont jamais pensé, mais je pense que ça a été quand même le cas pendant de très très longues années, et probablement pendant tout le XXe siècle, il y avait ceux qui pensaient et ceux qui exécutaient. Je pense que c'est fini et que les clés, elles sont partout. Et qu'en fait, voilà, il y a encore un mot qui peut être un mot valise, mais c'est l'intelligence collective. Je pense que c'est fondamental. Et donc, c'est une approche d'écosystème. Donc déjà, écosystème à l'intérieur de l'entreprise, prendre l'entreprise comme une source d'intelligence collective, comme un écosystème qui va produire des solutions. Moi, je me souviens, effectivement, j'ai jamais travaillé pour La Poste, mais j'avais fait intervenir une dirigeante de La Poste qui avait expliqué comment la direction de La Poste avait passé des semaines sur le terrain, dans les bureaux, pour co-construire avec les postiers une réorganisation des bureaux de poste. Je pense qu'en fait, oui, il y a une dimension
très importante qu'un certain nombre de solutions viendra du terrain, viendra du bas, et puis qu'il faut aussi laisser la main, que ceux qui savent, c'est aussi ceux qui font. Donc en fait, c'est pour ça que voilà, on réfléchit à des organisations qui sont beaucoup plus plates, et puis avec cette dimension d'essai-erreur, et plus cette espèce de magistère hiérarchique. Je pense que c'était ça, qu'il y avait déjà du plomb dans l'aile, mais là, les sujets ils sont tellement importants qu'on a besoin de se rassembler. Alors pas forcément dans un esprit consensuel, hein, mais de débattre, mais d'aller au fond des choses pour trouver des nouvelles solutions qui marchent. Alors, Catherine, toi comme moi, certainement, nous avons en tête des dirigeants ou des mots comme co-construction, écosystème, le collectif, écouter. Et c'est un peu difficile dans leur parcours. C'est plutôt moi, je suis, moi le décideur, moi je sais tout. Je préfère arriver dans les rendez-vous en retard pour montrer combien je suis important. Enfin, on a certainement vécu ou repéré des gens comme ça. Comment est-ce que si tu as en face de toi un dirigeant, et là, si les écouteurs sont en train d'écouter et dans une position de middle management, c'est la même chose. Comment j'amène ceux qui sont en haut, qui n'ont pas compris ce que tu viens de dire sur cette espèce de collectivité, collaboration, etc., à être plus là-dedans? Quels sont les moyens de percer et d'amener du changement? Alors, déjà, j'ai une réponse de facilité, c'est-à-dire qu'en fait, généralement, je ne peux pas travailler avec des gens qui sont complètement hermétiques à ça. Et, euh, et la vie, finalement, m'a conduit à travailler aussi pas mal pour des dirigeantes, pour des femmes. Alors, je ne suis pas dans une vision essentialiste des femmes, voilà, en disant il y aurait une nature de leadership féminin, etc. Mais quand même, je pense qu'on a tout le poids de l'histoire, de notre culture, et de nos pratiques dans nos vies. Je pense que les dirigeantes sont assez peu dans ce côté top-down, dans ce côté je m'affirme, il faut absolument que, comme tu le disais, j'arrive en retard pour bien montrer qui est le maître de l'agenda. Je pense qu'elles sont dans une approche qui est beaucoup plus sincère, hein, qui assume beaucoup plus les fragilités et qui est beaucoup plus ouverte à l'extérieur. Alors après, je pense que ce qui marche, c'est l'exemplarité. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on voit qu'un certain nombre de choses dont tout le monde se gaussait parce que c'était innovant et un peu iconoclaste commencent à marcher, là, ça suscite l'intérêt et ça fait bouger les choses. Je pense par exemple, j'avais écouté pas mal d'émissions sur la nouvelle façon les nouvelles agricultures, le bio, etc. Il y a eu des pionniers du bio. Je me souviens d'une interview d'une fermière en Bretagne qui avait commencé parce que son enfant avait été malade de façon très grave à cause des pesticides, etc. Et elle avait commencé sous les colibés et voir la haine de tous ses voisins. Et puis, à un moment, en fait, elle a gagné plus d'argent qu'eux. Et là, du coup, ça a fait bouger l'ensemble de l'écosystème. Donc, je pense qu'à un moment, il faut du courage. Je pense aussi à quelqu'un que je connais un peu pour l'avoir fait intervenir et qui est Emry Jacquia. Le patron de Canif, qui a relancé complètement cette marque qui était morte et qui explique de temps en temps qu'est-ce que ça lui a coûté de boycotter le Black Friday. Et il dit, au premier moment où j'ai expliqué à mes actionnaires que j'allais boycotter le Black Friday, qui est le jour le plus rentable de l'année, ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce dingue ?
Et en fait, il a dit oui, mais moi, Emery Jacquilla, qui avait construit, relancé effectivement cette marque autour de principes de qualité, de Made in France, de circuits courts et de rejet en fait de l'hyperconsommation. Il fallait que je bétonne la cohérence de ma marque. Et il dit les renoncements d'aujourd'hui sont les profits de demain. Et actuellement, Camif est devenu très rentable. Voilà, donc effectivement, je crois qu'à un moment, voilà, il faut de l'audace, il faut du courage. Et à un moment, quand on voit que ça marche, ça fait évoluer c'est la courbe en cloche. Hein. Il y a les adopteurs précoces, il y a le mainstream, et puis il y a les adopteurs, comment dire, qui sont en retard. Mais je ne sais pas si je réponds à ta question. Je n'avais pas une attente particulière, Catherine, mais j'adore cette expression. Les renoncements d'aujourd'hui sont les profits de demain. Choisir, c'est renoncer, c'est des choses qu'on entend, mais avoir le courage de maintenir nos valeurs face aux profits faciles, ou en tout cas des décisions, on va dire, presque toujours préétablies aujourd'hui. On va juste parler d'un point sur lequel tu as écrit, sur la déconstruction. Car en fait, aujourd'hui, c'est certainement comment tu es arrivé à ton podcast, mais la notion de la déconstruction, de nous enlever du passé presque, et cette idée d'être dirigeante, enfin, aujourd'hui, c'est presque, on n'a pas droit de faire la distinction entre dirigeants et dirigeantes. Ça fait du sexisme, peut-être un peu dans le contraire. Or, on vient d'une histoire, enfin, les gènes ont été faits dans l'histoire, et puis génétiquement, il y a peut-être des petits changements autour, mais comment tu réagis par rapport à cette notion de déconstruction et où est-ce qu'à la place d'un côté plus presque conservateur de dire que les femmes et les hommes sont véritablement différents et il y a du bon et du mauvais des deux côtés? La déconstruction, je pense que c'est un point qui est très important. Bon, alors c'est l'héritage de ce que les Américains, je crois, je parle sous ton contrôle, mentor, appellent la French Theory. C'est ce que j'ai étudié à Voilà. l'université, Lacan, Voilà. Derrida et tout. Et à l'époque, je l'ai appliqué à la littérature, qui était donc l'analyse déconstructionniste des textes. Et le concept que j'ai fait, que j'ai adoré, car c'était un travail sur le mot, l'étymologie décontextualisée de chaque mot, et se retrouver dans un texte sans faire appel à le parcours de l'écrivain, ni au paragraphe précédent. Juste regarder ce que disaient les mots. Et ça, c'était véritablement le travail de décontextualisation d'un texte. Donc, on était dans une déconstruction, mais très textualisée au lieu de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et donc, je fais partie des cobayes de cette étude aux États-Unis, là, parce qu'on en parle des années 80, où en tout cas les États-Unis ont vraiment pris l'idée de cette déconstruction. Alors moi, je pense que la déconstruction, c'est une phase qui est nécessaire. Et c'est salutaire. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, il faut challenger nos représentations du monde, nos idées, les choses qui nous paraissent les plus évidentes. Et d'ailleurs, c'est la démarche des philosophes depuis toujours, hein, de penser qu'il n'y a pas d'évidence. C'est le doute systématique de Descartes. Voilà, ça vient de loin. Et je pense que c'est très, très utile au point où on en est, de dire bah oui, tout ce qui nous a fondé, les choses qui nous paraissaient complètement naturelles, il faut les questionner. Et je pense, alors je suis pas du tout une spécialiste, mais j'ai lu un recueil qui s'appelle La carte n'est pas le territoire, d'Alfred Korzybski, qui était un penseur
polono-américain des années 20, 30. Et lui, il disait que, parce que c'est un livre, enfin, c'est une pensée qui est extrêmement riche et j'en connais qu'un tout petit peu, mais quand j'ai lu ce livre, il dit on vit, en l'occurrence, je ne sais pas, disons en 2021, il faut prendre l'état de la science en 2021. Il ne faut pas raisonner comme Aristote, on a dépassé le truc. Et puis d'ailleurs, là, c'est Catherine 2021 et ce n'est pas exactement la même Catherine qu'en 1995. Et il faudrait peut-être que je signe ce que j'écris aujourd'hui, Catherine en 2021. Donc je trouve que c'est extrêmement riche. En même temps, alors là, je ne veux pas faire du macronisme, mais en même temps, on ne peut pas vivre uniquement dans la déconstruction. Il y a un moment, je pense qu'il y a une rage de déconstruction qui peut aboutir à une forme d'ivresse de la demolition party, où finalement on détruit sans se poser la question de ce qu'on a envie de conserver en fait. Et comme tu le disais, l'humanité, c'est pas la table rase. Je veux dire, on est là parce que on est sur les épaules des géants, que on bénéficie effectivement de l'intelligence de nos devanciers. Et puis, je pense que se dire ça et ne pas être uniquement dans la démolition, c'est échapper à des grandes illusions qui nous ont fait beaucoup de mal, en particulier au XXe siècle, ce qui est l'espèce de délire de construire une nouvelle humanité. C'est-à-dire, c'était construire l'homme nouveau sous le communisme. Le transhumanisme. Et je pense que le transhumanisme, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire du solutionnisme technologique à tous les étages, le fait qu'on va faire de l'humanité une humanité augmentée, une espèce de démesure qui est complètement contradictoire avec le fait de penser que oui, on fait partie du vivant, du règne animal, et qu'on est un peu... je pense que le transhumanisme, c'est toujours cette position de surplomb où l'humanité va justement la conquête de Mars. Je trouve que c'est très masculin aussi, pardon, Minter, mais il y a quelque chose comme ça. Et puis l'illusion aussi, enfin, je pense que dans certains débats sur le genre, moi je suis attachée à l'expérience incarnée des gens, qui est une expérience genrée, sexuée. Voilà, c'est pas forcément biologique, mais on est dans ce monde-là. Et je pense que quand on va trop loin dans le côté, oui, on va tout. C'est Sandrine Rousseau qui dit je vis avec un homme déconstruit. Alors, peut-être qu'elle le dit. Je pense qu'elle le dit certainement. Il y a des choses intelligentes là-dedans. C'est pas uniquement. Enfin, voilà, on peut dire ouais, elle a dit un truc, etc. Mais je pense que l'expression, elle est un peu rude. Et que voilà, il y a des. Moi, je pense que personne n'a à s'excuser de ce qu'il est. En termes d'identité, c'est pas parce que voilà, un mâle blanc de plus de 50 ans n'a pas à s'excuser d'exister. En revanche, il a à prendre en compte de nouvelles réalités, de nouvelles exigences de justice, un imaginaire qui change. Ça oui, c'est-à-dire qu'en fait, on a tous à réfléchir sur la façon de vivre ensemble de meilleure façon et de façon plus juste. Mais personne n'a à avoir honte de ce qu'il est. Et je pense que dans la déconstruction, il y a des... voilà, comme dans toute chose intéressante, il y a des limites. Et c'est pour ça que, et ça c'était aussi un peu mes réflexes de communicante, j'ai beaucoup travaillé sur le D pour aller vers le re, c'est-à-dire effectivement reconnecter, redécouvrir. Enfin voilà, le D est plutôt marqué négativement, même s'il est nécessaire. Enfin, voilà, on a besoin de négatif, et puis on a besoin de positif. Et c'est pour ça que j'essaie de m'inscrire quand même dans le re. Et c'est pour ça que j'ai lancé récemment en septembre un podcast qui s'appelle Rebousselage. Eh bien, ça nous amène bien sur le dernier thème. En effet, en t'écoutant, donc le revoir des choses, bien sûr, raconter l'histoire par le prisme de Catherine 2021, c'est ça où
je sais pas, la limiter, c'est-à-dire que peut-être nous vivons sur les épaules de géants, mais ensuite de dire que ces géants ont eu des torts et des imperfections et de les démunir de ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont été, par rapport à l'éthique d'aujourd'hui, mal en pointe, c'est ça où peut-être il y aurait, je pense, en tout cas de mon point de vue, une limite. Et pour ne pas avoir de limite, on n'a plus de repères. Et donc, c'est-à-dire que j'ai plus le droit de dire ce que je veux en tant que dirigeant, parce que chaque mot, chaque demi-mot et silence même vont être jugés. Et donc, du coup, tout peut être jugé, déconstruit, annihilé, annulé, pour ne pas utiliser le mot cancel. Et aujourd'hui, c'est ça qui me paraît super intéressant dans ton projet Reboussolage, le podcast pour bricoler de nouveaux repères dans un monde complexe. Et donc, raconte-nous un peu ton parcours alors avec le podcast et alors l'idée de te lancer à faire un podcast, Catherine. Quel était ton chemin et où est-ce que tu en as bavé? Et parce que je connais bien, et quelles sont les surprises et les bénéfices pour toi? Alors déjà, j'ai fait ce podcast, je l'ai appelé Reboussolage parce que je me sens déboussolée. Et je pense que c'est un sentiment qui doit trouver de l'écho chez pas mal de gens. Voilà, compte tenu de tout ce qu'on vient de dire, voilà, de ce monde, de ces événements énormes qui nous arrivent dessus, la pandémie, mais même on prend juste un événement comme les Gilets jaunes en France. Là aussi, c'est un événement énorme. C'est comme mai 68. Il y a plein de façons de regarder cet événement. Il ne se laisse pas capturer par une vision simple ou simpliste. Là aussi, les historiens, ils vont noircir certainement des pages pendant très longtemps sur effectivement qu'est-ce que c'est que cet événement, qu'est-ce qu'il signifie, c'est quoi les lignes de force, qu'est-ce qu'il révèle, finalement pourquoi à un moment il y a une cristallisation de choses qui étaient là mais qui deviennent extrêmement, voilà. Donc je pense qu'on est un peu au pied d'événements énormes, qu'en fait, moi j'ai un certain âge, donc j'ai vécu la chute du mur de Berlin, donc avec l'illusion que c'était la fin de l'histoire et tout, et en fait c'était le contraire, c'était le retour de la grande histoire et d'événements mais colossaux. Enfin, je veux dire, quand je mourrais, j'aurais vécu des trucs incroyables, la chute du mur, la crise de 2008, la pandémie, le Brexit, enfin voilà, plein de choses inouïes. Et donc, on est vachement secoué, on ne sait plus, et puis surtout, on est confronté au fait que les repères du passé, ils ne marchent plus trop, ou bien ils sont carrément destructeurs. On est devant une économie très productiviste, très extractiviste, qui n'a été que financière et qui s'est complètement désintéressée de ses impacts sur les sociétés ou sur la nature. Donc aujourd'hui, face à des repères qui sont impuissants ou destructeurs, il faut essayer de trouver de nouveaux instruments de navigation. Parce qu'on a besoin de se projeter en avant. On ne va pas attendre la mort en déplorant, parce que ça aussi, c'est une attitude qu'on voit beaucoup aujourd'hui. C'est les gens qui veulent revenir dans le passé. Le passé est le passé, on n'y reviendra jamais. Mais il faut inventer des instruments pour naviguer dans l'avenir et pour construire l'avenir. Mais ça peut être, à mon avis, au point où on en est, ça peut être que du bricolage. Juste avant de continuer, je voulais t'interrompre sur cette notion pour les patrons d'aujourd'hui, comment... j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. 2 secondes. Mince. Comment peut-être les patrons se sentent par rapport aux injonctions et au fait que ça devient très difficile de prendre une position sans se faire attaquer immédiatement sur les réseaux. Ah non, putain, je vais couper cette partie ici. C'était pas le macronisme. Dérivé, mais voilà. C'est pas le macronisme. Excuse-moi, il faut que j'étais juste, il était là, tout de suite. Tout va bien.
Incroyable. C'est pour ça que j'écris mes notes. Comme ça, je m'en souviens du mot, mais c'était tout récent. Alors, parler de Solange. Bon. Je vais passer aux autres. Performance, les patrons. Il faudrait que je réécoute ce que tu as dit pour pouvoir me le retrouver. Je vais juste... Si tu as besoin moi je suis tout à fait disponible. Si jamais tu as besoin de 5 minutes de plus pour compléter un truc. Oh non, ça ira. Moi, je voilà. suis beaucoup plus relax. C'est juste que généralement, je n'oublie pas ce que j'ai envie de raconter. Et c'était là-dedans, et puis, joup, c'est parti. Certainement. Solange. Ah oui. Catherine, il y a quelque chose que je voulais voir avec toi, c'est que en France, souvent, on aime bien dire qu'on est le pays de la productivité. C'est souvent ramené, on est très fiers de cette idée, la productivité. Et tout ça dans un contexte où on était sur les 35 heures avant, etc. Et puis bon, on n'en est plus là, mais cette notion de productivité, quelque part, nous amène sur l'efficience, le côté travail sur le temps. Et pourtant, il me semble qu'on a perdu des repères pour savoir pourquoi on est productif. Je pense qu'on a été dans un délire d'efficacité. À un moment, j'avais même quand je travaillais dans l'entreprise, j'avais une patronne qui appliquait à sa vie privée des principes d'efficience. Enfin, ça avait le côté efficacité de l'entreprise avait un petit peu infusé sa vie quotidienne à la maison, quoi. Une fois, on en avait parlé et c'était un truc qui m'avait frappé. Mais effectivement, l'efficacité pour l'efficacité, bof, ça n'a pas de. En fait, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de. On parle beaucoup de raison d'être. Et je pense il doit y avoir une raison d'être de l'efficacité, une raison d'être de l'innovation, une raison d'être d'un modèle économique. Et finalement, alors, c'est cette demande de sens. Alors le sens, on n'est pas des vraquiers du sens, on ne va pas, comment dire, importer du sens par tonne, mais en fait, il faut qu'on arrive à le trouver. Et par contre, je pense que c'est assez facile de trouver les trucs qui n'ont aucun sens. C'est-à-dire, on parlait de déconstruction. Je pense qu'il y a des choses, à un moment, c'est le bouquin aussi des Bullshit Jobs de David Graeber, que je n'ai pas lu, mais j'en ai entendu parler, évidemment. Je pense qu'à un moment, il y a de l'absurdité qui saute au visage. Ou des trucs, des contradictions qui deviennent trop fortes, etc. Et à ce moment-là, on agit. Après, trouver le sens de façon positive, hein, c'est comme l'histoire du Reux, hein, c'est peut-être du bricolage, c'est plus dur. Mais je pense qu'à un moment, il faut arrêter les choses qui n'ont aucun sens. Il me semble dans ce mot de bricolage, un rappel à un mot que j'emploie fréquemment en anglais, qui est le mot messy. C'est-à-dire, c'est un peu chaotique, c'est pas propre, c'est pas parfait. Et donc, c'est d'accepter quelque part le côté bricolé de ce sens, car on ne fera jamais 100% de nos activités qui sont sensuelles, je veux dire, sensées, plein de sens. Enfin, c'est plein de jeux de mots là. Mais la notion de bricoler fait partie de ton podcast. Parle-nous de ton podcast. Pourquoi tu l'as monté, tu as décidé de te lancer à faire un podcast alors que, comme tu as dit, on n'est pas tout jeune. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu as appris de ton parcours jusqu'alors à faire un podcast? Alors, déjà, moi, j'ai eu envie de faire quelque chose, c'est d'offrir à un public plus large
des, des interventions en fait de personnes que j'ai trouvées très très inspirantes. Ça fait des années que j'invite toutes sortes de gens pour mes clients, mais souvent c'est une audience extrêmement restreinte. Souvent, il y a une forme d'intimité, on est 15, on est 20, voilà. Donc il y a des choses passionnantes, mais il y a pas de traces en fait. C'est assez peu partagé. Et je me suis dit, mais moi j'ai envie en fait de donner, de contribuer finalement à la conversation générale en donnant à entendre des voix que je trouve particulièrement intéressantes et qui sont d'ailleurs pas forcément des voix très médiatisées. C'est-à-dire que oui, j'ai invité aussi, et j'espère le faire dans mon podcast, des gens qui sont très connus, mais il y a énormément d'intelligence, par exemple dans les agences de communication, chez les consultants, chez les coachs. Donc en fait, c'est une intelligence qui est extrêmement appréciée dans le landerneau de leur relation professionnelle, mais finalement qui se diffuse assez peu. Et moi, je suis très énervée par le côté Chant de France, les 200 chansons qui tournent tout le temps. Je pense il faut faire venir des voix nouvelles qui ne sont pas forcément. Voilà, et j'espère aussi avoir des gens jeunes, ça j'y tiens, mais peu importe l'âge, peu importe le background, etc. Mais finalement, faire foisonner un petit peu les choses. Donc ça, c'était une envie positive. Et puis, moi, j'ai lancé mon podcast. Alors, j'ai investi un petit peu non seulement du temps, mais un petit peu d'argent. Je me suis fait accompagner par quelqu'un qui connaît très bien l'univers du podcast et qui accompagne des podcasteurs qui ont du succès. Et en fait, il m'a débrouillé non seulement un certain nombre de questions techniques, mais surtout, il m'a poussé dans mes retranchements. Et j'avais un premier concept. Voilà, il m'a dit, écoute, c'est pas mal, mais c'est un peu mou. Et c'est encore, et c'est encore, et c'est encore. Voilà, étant stimulée par quelqu'un qui était à la fois bienveillant et puis exigeant, bah, j'ai trouvé Reboussolage qui, je pense, est aligné avec ce que je sens en moi, enfin mon besoin. Et puis j'espère que ça va rencontrer effectivement un certain nombre de questionnements dans un public. Donc effectivement, moi, je me suis lancée. Alors au départ, je suis au début. Hein, pour l'instant, j'ai publié 5 épisodes, donc je suis une podcasteuse junior. J'ai dit, je suis allée aux journées du podcast. Enfin voilà, je commence vraiment à m'intéresser à ce monde-là, à essayer non pas de me professionnaliser. Là, je suis dans le minimum viable product. Hein, il n'y a pas de musique. Enfin voilà, je fais ce que je peux avec le temps que j'ai parce que je travaille à côté. Mais je suis sûre qu'à un moment, il y a des lignes de force qui vont se dessiner. Mon parti pris, ça a été d'inviter des gens très différents. Donc une prospectiviste au départ, Fabienne Boubaudiman, l'architecte de la Cité du Vin, un coach, un spécialiste de la transformation des entreprises, quelqu'un qui a écrit un bouquin sur le télétravail, un spécialiste de l'innovation radicale, un designer. Enfin voilà, mon objectif, c'est d'une certaine façon, ils ne sont pas tous autour de la table, mais en étant dans mon podcast, symboliquement, ils le sont. C'est de réunir autour de la table des points de vue différents sur le monde. C'est-à-dire que je pense qu'il est hyper important de regarder une problématique à travers plusieurs prismes. Un prisme de designer, un prisme de dirigeant, un prisme de technologue, un prisme d'architecte, un prisme d'urbaniste. Voilà. Et je pense qu'à un moment, il va y avoir des choses qui vont cristalliser. C'est-à-dire il va y avoir des choses qui se rejoignent. Et puis, il va y avoir aussi de la vraie controverse. Donc voilà, j'attends aussi avec une certaine, même avec une curiosité, pas une certaine curiosité, mais avec une curiosité et un appétit certain, les lignes de force qui vont surgir et qui vont me donner aussi de la force pour rebondir et pour aller plus loin. Génial, Catherine. Je suis enthousiaste. Génial, ça se sent. Pour les gens qui nous ont
accompagné jusqu'alors, comment est-ce qu'ils peuvent te contacter ou lire un peu plus ce que tu fais et surtout autrement, écouter ton podcast? Ils peuvent écouter mon podcast sur de grandes plateformes. Ça va de Apple Podcast à YouTube, en passant. Alors en ce moment, j'ai des petits problèmes avec Deezer, mais il faut que je refasse mon inscription. Mais en tout cas, ils peuvent. La Voilà. vie de podcasteur. Voilà, exactement. Sinon, je suis sur les réseaux, je suis sur LinkedIn. Ils peuvent m'envoyer un message sur LinkedIn. Voilà, je tweete mes épisodes. Enfin voilà, donc en fait, c'est facile de me joindre. Et en tout cas, je serai toujours très, très heureuse d'avoir des feedbacks. J'en ai déjà eu. D'abord, c'est super encourageant. Puis à un moment, voilà, le feedback, c'est aussi des critiques, exactement comme mon coach pour les podcasts m'a dit essaie encore, ça manque un peu, c'est pas assez affûté, etc. Et si tu faisais ci, si tu faisais ça. Voilà, moi, je suis vraiment avide de retour et effectivement de voir si à un moment, j'arrive à fidéliser un public et pourquoi. Je pense que c'est des mots qu'on pourrait allouer ou que les patrons devraient emprunter, car l'idée de s'affiner, d'être courageux, de choisir une niche, un point de vue, et ensuite d'être à l'écoute de la critique, c'est pas plus mal non plus. Catherine, merci beaucoup de donner de ton temps, merci de ta passion, et qu'on garde où on va tous retrouver notre boussole. Merci infiniment, Minter. Ça a été vraiment un grand plaisir d'être avec toi ce matin et d'échanger. J'adore échanger avec toi, donc ça ne change pas. À bientôt. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man. A stranger tucked around me, precipitating the danger. To feel free, trust is the reason. Still, I won't toe the line. I sit here passively, hope for your respect, anticipating the thrill of your intellect. Maybe I tell myself there's no use in me lying. I'm a convinced man, building an urge. I'm a convinced man, to live and die submerged. A convinced man, in the arms of a woman. I'm a convinced man, challenge my fate. I'm a convinced man, competition's innate. A convinced man, in the arms of a woman. Despise revenges and struggle with deceit. Live for the challenge so life's not incomplete. What's wrong with challenge? I know soon we all die. I like the feel of a stranger tucked around me, precipitating the danger. To feel free, trust in my reason, and let me show you why. I'm a convinced man, practicing my lines. I'm a convinced man, here in these confines. A convinced man, in the arms of a woman. I'm a convinced man, admit to the test. I'm a convinced man, I'm ready for an arrest. I'm a convinced man, in the arms of a woman.
And I was so happy for Jack, especially now that it was only 3 years together, that he could be proud of me then. The voice of Jacqueline Kennedy, so soft and elegant and so rarely heard. Everyone knows she was married to two of the 20th century's most powerful men. Lesser known, the 5 incredible years between those marriages when she was on her own. I'm Paul Brandis. My new book and podcast, Jackie, tells the story of her transformation from First Lady to Jackie O. You'll hear stories you've probably never heard about this famous and yet mysterious woman, the glamour, the heartbreak, the ups and downs. Jackie comes to life in this engaging biography. A monumental work not to be missed. Beautifully written, powerful, and moving. Jackie, from First Lady to Jackie O, coming to you from Evergreen Podcasts this summer.